ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face au missile, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA France, association au service de la vie. L'air du temps. Une émission animée par Marc Wielinski. Débat en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. Bonjour à tous, tantôt fuyant, tantôt réfractaire à l'engagement, parfois violent, souvent têtu et presque toujours silencieux. Force est de constater que les hommes sont aujourd'hui indéchiffrables. Est-ce pour cela, et nous posons la question, à l'ère du temps, avec Kevin Iridjé, est-ce pour ça que les femmes et les hommes sont aujourd'hui, point d'interrogation, irréconciliables? Bonjour Kevin Iridjé. Bonjour, merci de votre invitation. Kevin, vous êtes psychologue, clinicien, vous êtes spécialiste de la périnatalité, psychanalyste, diplômé de Sciences Po et vous êtes également rédacteur en chef de la revue professionnelle de psychologie clinique, le Carnet Psy. Et nous allons parler aujourd'hui de votre livre extrêmement, tout à fait passionnant pour les femmes et pour les hommes, ce que les hommes ne disent pas, aux éditions Albin Michel. Alors le petit portrait que j'ai fait de l'homme moderne, fuyant, réfractaire à l'engagement, violent, têtu, silencieux, bon, on entend ça dans l'air du temps, justement. Est-ce que ça correspond quand même à une réalité de l'homme contemporain, et est-ce qu'on a raison de lui faire ces reproches? C'est une question très intéressante. Il faudrait commencer bien sûr par rappeler qu'on ne peut pas faire de généralité et que chaque vie intime, chaque couple, chaque homme fonctionne sur un régime très différent. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes que les hommes rencontrent, les généralisations. Mais il me semble que d'un côté, effectivement, lorsqu'on écoute les femmes, on s'aperçoit que, comme Elisabeth Badinter le disait, on peut demander aux hommes encore un effort. Dans les statistiques le montrent, il y a encore une charge qui pèse sur les femmes, notamment dans la vie domestique, qui est insuffisamment partagée. Mais de l'autre côté, il m'a semblé important aussi de pouvoir écouter les hommes, comprendre ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire les signes avec lesquels ils s'expriment, qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux des femmes. Donc il me semble important d'être nuancé sur ce sujet et de ne pas céder à des caricatures. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on entend dans le débat public aujourd'hui, dans l'air du temps. Oui. Alors, vous parlez dans ce livre de l'insoutenable insouciance des hommes. Donc ça, c'est un des reproches que les femmes font aux hommes de façon assez fréquente, c'est l'insouciance, l'incapacité de s'engager, le non-sérieux, incapable d'aimer, etc. Bon, est-ce qu'on peut faire la peau à ces a priori, ou est-ce que ça dit quand même quelque chose des hommes contemporains? Alors, bien sûr qu'il y a un certain nombre d'hommes qui, aujourd'hui, ont des difficultés dans leur relation avec les femmes. Et on le voit de façon assez frappante, je trouve, dans les sites de rencontres, ou sur ce que Eva Illouz appelle le marché sexuel, donc ces interfaces qui mettent en relation des hommes et des femmes, et où on constate quand même que la promesse d'égalité s'est transformée en une vision très équivalente entre les hommes et les femmes, comme si un homme entre 20 et 40 ans sur un site de rencontre et une femme du même âge avait le même arrière-plan et la même trajectoire de vie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et que les femmes ont, et Bridget Jones nous l'avait rappelé il y a déjà quelques temps, ont quand même l'horizon de devenir mère et une contrainte biologique qui pèse sur elles. Donc le décalage, il vient aussi du sentiment partagé qu'on est tous pareils, hommes et femmes,
Et je crois que c'est une illusion qui, à mon avis, est très préjudiciable aux femmes elles-mêmes. La preuve, c'est que lorsqu'une femme sur ces sites dit qu'elle cherche une relation sérieuse, c'est considéré presque comme un stigmate, un repoussoir. Ah non, mais celle-là, je vais surtout pas aller avec elle parce qu'elle cherche un mec pour toute la vie. Donc on voit bien de quelle façon un certain nombre d'équivalences, de mise en équivalence, sont problématiques pour les deux sexes. Ouais. Ouais, vous parlez d'ailleurs d'inégalité du marché sexuel. Absolument. Il y a encore alors plus que des décennies, il y a plutôt un siècle, en Angleterre, lorsqu'un homme rompait les fiançailles qu'il avait engagées avec une femme, il était tenu de la dédommager. C'est l'objet d'un livre très beau d'Henry James, d'une nouvelle qui s'appelle Le Banc, où un homme rompt, donc précipitamment. Son banc, le banc. Non, voilà. ses fiançailles, et il se retrouve à attendre sur un banc toute sa vie, à dédommager, avec tout l'argent qu'il aura gagné pendant sa vie, la femme à qui il avait rompu la promesse de mariage. Donc on voit bien que cette éducation, d'une certaine façon, des hommes, au fond, c'est une sorte de galanterie, hein, c'est-à-dire c'est une façon d'être soucieux de la fragilité présupposée des femmes, ou en tout cas de cet arrière-plan de la maternité, n'existe plus du tout aujourd'hui. On fait comme si on était tous pareils, etc. Et ça, je crois que c'est problématique pour... Est-ce que c'est pas un des des effets pervers de l'égalité ou de l'égalitarisme? Je ne sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire que mettre abstraitement les hommes et les femmes sur un plan d'égalité génère quelque chose alors qu'ils ne sont pas. Ils sont différents. Oui, absolument. Et cette différence, elle est très compliquée à définir en même temps. Et ils sont différents, mais on serait bien en peine de dire en quoi ils sont différents. Et on voit bien que ce qui nous rapproche, hommes et femmes, est bien plus important que ce qui nous sépare. Et pourtant, vous et moi, et tout le monde, je crois, pressent qu'il existe bien une différence. Donc l'objet de ce livre, ça a été d'essayer de comprendre les plis pour essayer de définir d'une façon notamment développementale et psychologique, les différences qui structurent les rapports entre les hommes et les femmes, leur propre conscience d'eux-mêmes. Et sans arriver dans des caricatures biologiques qui consisteraient à dire « Ah ben les hommes sont ceci et les femmes sont comme ça ». Mais à travers différentes trajectoires, on doit... En fait, la différence et le travail de repérage de la différence doit rester un effort et un processus, sans réponse définitive. Mais Kevin, alors justement, allons-y. En quoi les hommes et les femmes sont-ils différents? Parce que vous venez de dire qu'il y a beaucoup de choses, enfin, plus de choses, une majorité de choses qui nous rapprochent, mais quelques-unes qui nous éloignent, les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez donner, vous donner quelques pistes dans votre livre? On ne va pas parler de tout ça parce que ce livre, je rappelle que c'est ce que les hommes ne disent pas, et ce que vous dites pour eux, d'une certaine façon, aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'on peut esquisser quand même une ou deux dimensions qui sont finalement source de malentendus? Oui, alors d'abord, il me semble que hommes et femmes, on a quand même pour point commun de naître et d'être issus d'un corps féminin. Donc nous sommes originellement féminins. Sauf que les filles, et ça on le repère très bien dans les études, dans les observations qu'on fait dans les crèches, avec les petits-enfants, dans la façon dont ils jouent, dont ils se comportent, les filles peuvent se construire dans le prolongement de cette identité féminine, par identification à leur mère. Tandis que les garçons, pour des raisons qui sont très différentes, qui sont endogènes et exogènes de la société, mais aussi de leur propre constitution, doivent se différencier de ce premier objet d'attachement. Et ça suppose parfois des ruptures ou une façon de vouloir parfois même éradiquer la mère, et qui donne lieu, dans des trajectoires masculines, à un effort supplémentaire qui est très important. Je ne dis pas que c'est facile d'être une femme, mais j'essaie d'expliquer pourquoi pour un homme, il y a une nécessité de différenciation qui est extrêmement exigeante, notamment pour le garçon, puis pour l'adolescent, et encore aussi pour l'homme adulte. C'est-à-dire, ça a contribué à ce que les garçons se définissent contre. Être un homme, dans l'imaginaire masculin, c'est d'abord ne pas être une femme, autrement dit, ne pas être la mère. Et il est important qu'on puisse passer vers une définition plus positive ensuite du masculin, à travers des identifications, on en parlera sans doute, mais je crois que la grande différence, elle est quand même développementale. Et ça, on est peut-être un peu passé à côté. Et la trajectoire de vie n'est pas la même. Est-ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, il y a plus de boulot pour devenir un homme que pour devenir une femme? Je serais bien en peine de savoir le boulot qu'une femme a à faire pour devenir femme. C'est compliqué de devenir une femme aussi. Là où j'aimerais vous répondre, c'est que lorsque la fille devient femme, les travaux notamment de Bruno Bettelheim, et puis il y en a eu beaucoup d'anthropologues qui l'ont montré, lorsqu'une fille devient femme, il y a des franchissements matériels, les règles, la puberté est très visible, très expressive. Pour les hommes,
Pendant longtemps, il y a eu des rites de passage très importants, très structurants, mais il n'y a pas véritablement d'éléments physiques, physiologiques qui marquent vraiment le passage du petit garçon à l'homme. Et de ce point de vue-là, bien, il y a peut-être trop de choses à, comment dire, à envisager quand on est une femme pour devenir, enfin une fille pour devenir une femme, et peut-être pas assez de marqueurs lorsque le garçon veut devenir homme. Il vit dans une sorte de carence, je crois, anthropologique. Et à plus forte raison dans une époque qui liquide un petit peu les rites. Et pourtant, on sait bien que les rites de la circoncision jusqu'à la bar mitzvah, mais dans toutes les cultures, il y a des équivalents, sont extrêmement importants pour les jeunes garçons. D'où le fait qu'il y a une fragilité des adolescents masculins, peut-être plus importante que des adolescentes féminines. Oui, parce que enfin, les filles, les adolescentes ont beaucoup souffert, et on le sait, notamment avec les études qui ont montré l'influence des réseaux sociaux sur l'anorexie, etc. Mais pour les garçons, leur souffrance ne s'est pas exprimée de la même façon et est moins visible. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. L'adolescence, on l'a beaucoup considérée comme un moment de sexualité où la sexualité adulte apparaît pour l'enfant. C'est tout à fait vrai. Où il doit se séparer de ses parents, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi une forme à donner. Il faut avoir une conception morphologique de l'adolescence. C'est un moment informe où d'ailleurs même les visages des adolescents sont... Bon, ils ne se reconnaissent pas dans le miroir. Et pour les garçons, il y a une importance décisive à trouver une forme à ce moment-là pour canaliser leur impulsivité, leur expression générale, identitaire, et ils n'en ont pas suffisamment. Alors les filles sont confrontées à trop de modèles, les garçons pas assez. Et j'ajouterais à ça que pour la question de l'adolescence, ça nous montre aussi la façon dont les garçons, par rapport aux filles, expriment leur souffrance. Les filles vont avoir évidemment des troubles du comportement alimentaire, on le sait, c'est très important. Les garçons vont avoir beaucoup de comportements dits antisociaux. Les études le montrent très bien, ils sont déscolarisés beaucoup plus que les filles, ils ont beaucoup plus de difficultés dans la vie, à s'insérer dans la vie adulte, à trouver leurs repères, à trouver un travail. Et donc, quand on met bout à bout toutes ces études, on voit bien que la problématique, elle s'exprime sur la sphère sociale pour les garçons, alors que pour les filles, elle va s'exprimer sur la sphère plus intime, plus personnelle. Et cette nuance est très importante de comprendre qu'un garçon qui est insupportable, un jeune, et je pense que les mères qui nous écoutent le savent parfois, ça arrive, en réalité, c'est un garçon qui, à mon avis, souffre beaucoup et dont on ne repère pas la souffrance. Alors est-ce que, pour rester un petit peu dans cette adolescence, d'où l'importance peut-être des identifications et des images identifiantes de l'homme auquel on peut s'identifier. Vous avez parlé du macho, dans votre livre vous parlez un peu de l'image de James Bond, etc. Qui font office finalement d'aide au développement de l'adolescent. Oui. Je vais prendre un exemple littéraire que j'aime beaucoup et qui m'a personnellement énormément marqué. Je pense que c'est le cas aussi des auditeurs. C'est Portnoy et son complexe de Philippe Roth. Grand livre sur un garçon qui devient homme. Puis après, il y a Ma vie d'homme. Dans Portnoy, c'est très intéressant parce que on voit bien à quel point le jeune Portnoy est envahi par cette mère complètement castratrice, exubérante, etc. et ne trouve pas refuge auprès de son père. Et au fond, la trajectoire de beaucoup d'adolescents, c'est celle de se sentir en passage de la mère vers le père et de ne pas trouver facilement une main tendue. Donc l'enjeu, il est aussi du côté de la relation des pères avec leurs fils. Parce qu'on ne peut pas évidemment incriminer uniquement les mères, et elles n'ont pas à être incriminées du tout. Mais je crois que la question de l'identification est très importante, et elle nous montre que ce père, ses figures paternelles sont décisives. Or, aujourd'hui, qui sont les figures paternelles ? Ce sont les masculinistes sur les réseaux sociaux, des gens qui vont influencer les adolescents pour encourager leur virilité. Enfin, c'est marginal quand même, les masculinistes encore, ou pas ? Non, je crois que... Je ne serais pas complètement d'accord avec vous. Je crois que c'est un phénomène très préoccupant. Profond. Je crois que c'est un phénomène très préoccupant qui prend des degrés variables. Donc, on voit des expressions effectivement très criminelles. On en a vu beaucoup. Mais il me semble qu'il y a un fond, une musique, une ambiance de fond chez les garçons, adolescents, qui les encourage, qui les pousse à adopter des stéréotypes masculins. Notamment du côté de la musculation, du trading, enfin bon, un certain nombre d'activités comme ça. Et il me semble que la série Adolescence qu'on a vue sur Netflix montre assez bien les risques et les engrenages dans lesquels ces adolescents tombent, faute d'avoir rencontré des figures pour étayer leur trajectoire. Mais est-ce que c'est
plus vrai qu'avant, parce que la figure du macho, de l'homme musclé, etc., elle date du guerrier. Elle est très ancienne. Est-ce que les jeunes garçons, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont plus sensibles à ces figures-là qu'ils l'étaient dans le passé? Je pourrais du point de vue de la question du guerrier, je suis assez d'accord avec vous. Il y a un très beau texte d'Alain Finkielkraut qui date d'il y a longtemps maintenant, qui s'appelle La nostalgie de l'épreuve, dans lequel il explique que le masculin, c'était d'abord l'épreuve, c'est-à-dire prendre les armes. Et c'est vrai qu'il y a une expressivité masculine très forte, il faut se battre, etc. Là où il y a une différence quand même importante, je trouve, avec l'époque actuelle, c'est que c'est de moins en moins toléré. Et donc, les femmes exigent, réclament, demandent autre chose. Et ces stéréotypes-là dans lesquels les masculinistes s'enferment sont des stéréotypes aussi réactionnels. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de spirale où les ados réagissent ou disent réagir à MeToo. Dit, mais enfin, vous voulez nous déconstruire, vous ne nous valorisez pas, vous ne faites que critiquer les hommes, un discours adressé aux femmes, donc nous, on va vous rendre la monnaie de votre pièce. Et là où c'est très préoccupant, c'est qu'on rentre dans une espèce de logique systémiste où les hommes, finalement, se radicalisent à mesure que les discours qu'on porte sur eux se radicalisent aussi. Et ça, je crois que c'est très préoccupant. Alors, Kevin Iridje, je vous rappelle que vous êtes en direct au micro de l'Air du Temps, et que nous demandons si les femmes et les hommes sont irréconciliables à la faveur du livre que vous venez de publier chez Albin Michel, Ce que les hommes ne disent pas. Alors Kevin, on va faire un petit jeu quand même, parce que au début de comme en chapeau, j'ai mis un certain nombre de reproches que les hommes, que les femmes sont en droit ou enfin font couramment aux hommes. Et je vais vous égrener un peu ces reproches, je vais me mettre à la place d'une femme et je vais vous dire, et vous allez essayer de les défendre, parce que je vous dis par exemple, les hommes ont du mal à s'engager. Oui, les hommes ont du mal à s'engager. Alors pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'ils ont plus de temps que les femmes, donc ça c'est effectivement un luxe qu'ils peuvent s'offrir. Mais plus fondamentalement, plus de temps avant d'avoir des enfants, avant de créer une cellule familiale. Oui, etc. les cycles de vie des hommes et des femmes ne sont pas exactement les mêmes. L'andropause arrive très tardivement, alors que la ménopause arrive bien avant. Il me semble que la question qui est très importante sur l'engagement, c'est que les hommes n'ont pas tellement peur de s'engager. Ils ont peur, je crois, mais comme tout un chacun, d'être quittés. En fait, les hommes sont fragiles aussi. Ils ont peur qu'on les abandonne, ils ont peur qu'on les laisse. Si tu aimes, il faut partir, disait Gainsbourg dans la chanson. Et je crois que souvent, ils quittent avant d'être quittés. C'est-à-dire que leur façon de réagir à l'angoisse de la séparation, qui est une angoisse qui est universelle, ne va pas être d'exprimer leur dépendance, mais au contraire, de se barricader dans des attitudes très indépendantes. Et je fais une petite parenthèse ici. Vous savez, on emploie beaucoup le terme de narcissisme aujourd'hui. C'est assez intéressant. Mais on peut être très narcissique en se croyant tout à fait invulnérable, et on peut être très narcissique en étant très dépendant. Et parfois, les femmes ont un narcissisme qui va s'exprimer plus du côté de la dépendance, alors que les hommes ont un narcissisme un peu outrancier, un peu tout-puissant, considérant qu'ils ont besoin de rien. Ouais. Et je crois que cette attitude-là, pour les femmes, ce détachement apparent chez les hommes, n'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est beaucoup plus le signe, au fond, de l'angoisse, mais universelle, humaine, première, d'être abandonné. Ouais. Oui, mais alors ça peut être un point d'irréconciliabilité. Vous donnez des exemples dans votre livre, parce qu'on peut comprendre que l'homme ne s'engage pas peut-être par peur ou par narcissisme inversé. Mais du coup, comment font les femmes qui voudraient que les hommes s'engagent ? Et on sent qu'il y a une espèce de chaînon manquant entre les deux. Oui, effectivement, peut-être qu'une des questions et une des voies que j'essaye d'esquisser dans le livre, c'est d'essayer de parvenir avec un homme, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, et avec soi-même quand on est un homme, à accepter sa propre vulnérabilité. C'est-à-dire que le chemin, il est chez les hommes davantage du côté de l'investissement de leur vie intérieure et de leur fragilité. Et c'est très difficile la question que vous me posez, parce qu'elle revient à dire mais comment on fait changer les hommes, au fond, certains hommes, les James Bond, disons. Comment on les fait changer, ces rouleurs de mécanique ? On ne les changera pas par injonction.
C'est pas en leur disant « engage-toi » qu'on va les faire changer, ou en leur demandant de se réformer instamment, etc. Cette persécution-là, elle fonctionne pas. Ils changeront au contact, à notre contact, au contact d'une société qui, dans son ensemble, va accepter de laisser les hommes pleurer, exprimer leurs souffrances, leurs tourments. Et le livre que j'ai écrit, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire pourquoi est-ce si difficile pour nous de tolérer la souffrance des hommes, les larmes des hommes? Et il me semble que c'est une question aussi en arrière-plan de votre question. C'est-à-dire pour que les hommes puissent changer, il me paraît important que collectivement, on soit prêt aussi à accepter de recevoir leur souffrance. Souvent, ils souffrent de ne pas pouvoir souffrir. Et donc, ils se mettent dans des situations où ils s'expriment par des actes. Et je crois que cette nuance-là est très importante. C'est-à-dire souffrir par la parole, souffrir par les larmes, souffrir par l'intériorité, l'élaboration intérieure. Et de l'autre côté, souffrir par les actes. Soit se désengager, soit être antisocial, etc. Et les hommes ont ce chemin et ce travail à faire. Mais vous dites bien dans ce livre, Kevin, que ça amène quand même à une séparation des hommes et des femmes, où les hommes et les femmes ont tendance à vivre les uns sans les autres. Les femmes à se détourner des hommes, parce que justement ils ne répondent pas à leurs attentes, et les hommes à se détourner des femmes, justement peut-être par le non-engagement. Alors, d'un point de vue clinique, j'ai effectivement beaucoup travaillé avec des femmes et des couples de femmes qui, après la loi de PMA, voulaient avoir des enfants seuls ou en couple de femmes. Et j'ai été très frappé de constater l'ampleur quand même des patientes qui venaient se présenter à 40 ans, ou 42 ans, 45 ans, dans les services de l'hôpital Cochin, pour dire, bah oui, mais moi, en fait, j'ai rencontré des hommes, et puis ils m'ont tous un peu baladé, et voilà. Et moi, c'est fini pour moi, les hommes. J'en peux plus. Ou des couples de femmes où les femmes disent, mais moi, j'étais avec un homme, mais vous comprenez, il était tellement invivable que j'ai décidé de me mettre avec une femme, et c'est beaucoup plus facile. Je crois que là, il y a quelque chose à entendre quand même. C'est-à-dire, on peut tout à fait défendre, entre guillemets, les hommes, mais on peut aussi s'interroger quand même sur le caractère insupportable que certains hommes font vivre aussi dans certaines vies de couple. Ma réponse, elle est plutôt psychologique que sociale, mais néanmoins, j'ai une petite hypothèse sur l'irréconciliable entre les hommes et les femmes. Mon hypothèse, elle consiste plus à dire que ces hommes-là sont sans doute ont besoin de soins et sont peut-être beaucoup plus déprimés qu'on le pense. Or, les signes cliniques de la dépression ont toujours été élaborés à partir du féminin. Donc des larmes, de l'hystérie, c'était la catégorie vraiment caricaturale de la souffrance féminine. Or, il y a des formes de souffrance masculine, l'irritation, l'effacement de soi, j'en parle beaucoup dans le livre, qui sont un peu plus typiques des hommes. Et il est important, quand on vit avec un homme, de savoir repérer aussi un homme qui ne va pas bien. Parce que derrière ces femmes qui disent que ces hommes sont invivables, évidemment qu'on voit aussi ces hommes être une vie invivable aussi pour eux, c'est-à-dire leur souffrance en arrière-plan. Et il me semble qu'il y a un travail de repérage de la dépression masculine qui s'impose aujourd'hui. La santé mentale des hommes, c'est vraiment l'angle mort de la question de la santé mentale en général. On se préoccupe des femmes, du traumatisme, et c'est tout à fait légitime. Mais on peut en même temps reconnaître la légitimité de cette préoccupation et en même temps considérer qu'on a des hommes très en souffrance. Et les statistiques nous le montrent. Les taux de suicide des hommes sont très élevés. Or, la dépression masculine est très faible. Pourquoi cet écart? Et cet écart, la dépression telle qu'on l'imagine. La diagnostic. Voilà, on la diagnostique, c'est ça. Oui. Et donc là, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un travail de repérage plus large à faire. Je vais vous donner un petit exemple. Quand quand les mères deviennent... Quand les femmes deviennent mères, souvent elles ont un moment de baby blues ou même de déprime qui est encore sous-diagnostiqué, mais bon, quand même on le repère. Les pédiatres arrivent à le voir. Quand on montre une étude montrée, quand on montre une photo d'une femme, une mère déprimée à un public, 75% du public repère la femme déprimée. Quand on montre un homme déprimé à un public, c'est seulement 35% qui voient l'homme déprimé. Qu'est-ce qui, dans notre regard, nous empêche de voir la souffrance des hommes ? C'est ça le sujet, je crois. Ouais. Et vous parlez aussi de malentendus, évidemment, dans la sexualité, entre les hommes et les femmes. Alors, dans la sexualité, bon, malentendu, la sexualité est une affaire d'ambiguïté de toute façon. Donc, dans tous les cas, le débordement entre soi, l'autre, etc., fait que c'est une scène qui est difficile à cerner. Là où il y a quelque chose de très nouveau, il me semble, c'est que depuis MeToo,
on voit apparaître en plus des angoisses traditionnelles des hommes, angoisse de castration, angoisse de ne pas être à la hauteur, tout ça. Bon, ça, c'est très, très banal. On voit apparaître des patients, des adolescents, des jeunes adultes qui ont peur de faire mal aux femmes, qui ont peur d'être accusés à tort d'avoir agressé des femmes. Des hommes qui ont eu une relation sexuelle avec une femme et qui ont peur d'être assignés en paternité. Et je crois que cette nouvelle peur, cette peur de se faire avoir par la femme, de se faire accuser, d'un côté, elle montre que les hommes se préoccupent des femmes, c'est quand même un sursaut qui était bienvenu, mais de l'autre, elle nous montre aussi que il n'est pas si facile et si tranquille d'être heureux dans une vie sexuelle masculine aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que les hommes peuvent se retirer aussi d'une sexualité avec une femme par d'autres choses, par la pornographie, par un certain nombre d'éléments que vous évoquez aussi. Parce que vous dites, un peu, d'une certaine façon, la pornographie protège. C'est-à-dire que, effectivement, c'est faire l'amour avec quelque chose qui n'est plus une femme. Oui, avec vous-même, ou enfin avec vos fantasmes. Mais effectivement, parce que la rencontre avec l'autre, avec l'altérité, est toujours une rencontre qui est bouleversante, qui est déroutante. Parce que non seulement on agit avec quelqu'un qui est différent de nous, mais surtout on devient le sujet, l'objet de l'autre. C'est-à-dire qu'on est mis en situation d'être sujet et d'être passif en même temps. L'autre fait de nous ce qu'il veut. Donc cette double utilisation de l'un comme de l'autre, ce passage, ce va-et-vient passif-actif, il peut être terrifiant pour certains hommes, et ils peuvent préférer, surtout les jeunes hommes, ils peuvent préférer à ça une sexualité tranquille, pornographique. Alors, Kevin Iridge, vous êtes au micro de l'Air du Temps. Marc Wielinski, on parle de ce qui sépare les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes sont-ils irréconciliables? Et alors, je vais continuer un petit peu mon plaidoyer à charge contre les hommes. Et vous parlez du noyau agressif de la masculinité. Et c'est vrai que l'agressivité, c'est un des reproches les plus fréquents que la femme peut faire vis-à-vis de l'homme. Alors, j'ai écrit ce livre au moment du procès de Dominique Pellicot. Donc, on est au cœur du sujet. Enfin, le terme d'agressivité n'est même pas approprié là. C'est bien davantage. Bien sûr qu'il y a uniquement des hommes quasiment uniquement des hommes qui sont accusés de violences sexuelles. Bon, c'est un fait. En même temps, j'étais très mal à l'aise par rapport à la prise de position qui consistait à dire que tous les hommes étaient en puissance des agresseurs sexuels. Il m'a semblé, au cours de ce procès, important de pouvoir, encore une fois, tenir les deux bouts, c'est-à-dire d'un côté admettre qu'il y ait des structures sociales, patriarcales, ce qu'on a appelé la culture du viol, donc qui incite un certain nombre de comportements agressifs, violents de la part des garçons, qui les autorisent, qui les dédouanent, et en même temps des trajectoires individuelles bien particulières au cours de ce procès. Donc je vous réponds en passant par ce procès parce que ces hommes avaient été quand même victimes de traumatismes durant l'enfance, ils avaient été exposés à la nudité, des scènes de nudité de leurs parents, et il m'a semblé que très peu d'observateurs l'avaient dit au cours de ce procès. Il y a quelques tribunes, mais très peu. Donc tous les hommes ne sont pas violents, le noyau agressif ne concerne pas tous les hommes. Il concerne d'abord les hommes pour lesquels l'environnement n'a pas été étayant, soutenant, suffisamment présent pendant les premières années. Les hommes sont des femmes comme les autres, si je puis dire. Eux aussi, ils ont souffert pendant l'enfance. Et je sais bien que c'est très à contre-courant de se dire qu'on va s'intéresser à la situation des agresseurs, mais néanmoins, il faut bien quand même s'y plonger un petit peu. En même temps, d'un autre côté, à la fin de ce livre, une de mes collègues m'a dit « Mais bon, quand même, c'est que des hommes, quand même !» Et j'en suis venu à l'idée que peut-être que, effectivement, l'érection, le corps masculin est un peu armé. Nous serions, en tant qu'hommes, peut-être armés, mais pas tous violents. Mais nous avons tous le potentiel de le devenir, davantage peut-être que les femmes. Le téton d'une femme ne pénètre pas l'anus d'un homme. C'est assez peu fréquent. Donc de ce point de vue-là, quand même, il y a une nuance, ou sauf dans le livre de Philippe Roth, Le sein, mais ça n'arrive pas... Mais ça n'arrive pas de façon si fréquente. Mais alors, tout de même, c'est vrai que c'est un constat, mais lorsqu'on est dans un environnement judiciaire où il y a eu des viols qui ont été commis, etc.,
Là, ce qui arrive en premier, c'est la protection c'est la protection de la femme qui est priorisée par la société. C'est normal. Et c'est ce qui se ressort du procès. Mais c'est absolument normal de protéger les femmes, les personnes qui sont victimes de violences, et c'est indispensable. Et à aucun moment, se préoccuper des hommes n'enlève quoi que ce soit à cette urgence-là. Urgence tout à fait, je veux dire, partagée. Mais en même temps, si vous voulez que le quotidien des femmes s'améliore, il faut bien quand même que les hommes avec lesquels elles vivent, s'ils vont mal, soient soignés. Donc il va bien falloir quand même à un moment donné se préoccuper de l'état de santé psychique des hommes. Et c'est pas que santé psychique, c'est aussi santé au sens large. Or, quand un homme demande à se faire soigner, il y a ce qu'on appelle le blaming the victim. C'est-à-dire qu'un homme qui vient, on va commencer à lui dire « c'est toi la victime ». C'est toi le coupable. Ouais. Par exemple, c'est toi l'agresseur. C'est toi l'agresseur. Par exemple, lorsque les hommes viennent consulter pour le cancer de la peau, on leur dit « ouais, mais vous mettez jamais de crème solaire sur les plages ». Comment voulez-vous soigner un homme si d'emblée vous considérez qu'il est coupable ? Donc cet effet de halo, c'est un biais qui considère en généralité tous les hommes comme étant agresseurs, empêche évidemment les hommes de se faire soigner. Et on le sait dans les consultations, les hommes viennent moins, dans les services de médecine, les hommes viennent moins. Bon, le dépistage de tout un tas de maladies, ça concerne beaucoup moins les hommes, parce qu'ils prennent soin moins d'eux, mais c'est aussi sans doute parce qu'on ne leur a pas beaucoup appris à prendre soin d'eux. Donc il me semble quand même que pour le quotidien et la vie des femmes, il est important aussi que les hommes aillent bien. Oui, c'est très intéressant. Vous dites... Vous parlez, Kevin Ridge, vous parlez de la mélancolie agressive. C'est très intéressant comme je ne sais pas si c'est de vous ou d'autres, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par là, la mélancolie agressive des hommes, enfin, des hommes qui sont agressés? Alors, il m'a semblé que d'abord, on avait avant de rentrer dans la clinique, on avait des figures quand même littéraires qui étaient très riches de ce point de vue-là, de jeunes hommes. J'ai beaucoup pensé à Cyrano de Bergerac, j'ai beaucoup pensé aux misanthropes aussi. Des hommes, au fond, malheureux quand même, les deux, qui renversaient leur tristesse en agressivité. Donc Cyrano part au combat, le misanthrope à sa façon aussi. Et c'est-à-dire que chez les adolescents que j'ai rencontrés, j'ai constaté ce même mécanisme de renversement de la mélancolie en agressivité. C'est-à-dire que plutôt que de dire « je souffre, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide », certains hommes empruntent un chemin extérieur. Ils extériorisent. C'est beaucoup lié aussi quand même à la dichotomie très grande qui existe entre l'intérieur dit féminin et l'extérieur masculin. Et que le fait que les hommes ont toujours eu à aller à l'extérieur, à démontrer leur puissance, leur pouvoir, et ne serait-ce que physiquement, leur excitation se voit. Donc il y a eu quand même des représentations qui ont contribué à ça. Mais il me semble que le travail aujourd'hui, il est pour les hommes de parvenir à intérioriser aussi, et ensuite à mettre en mots ce qu'ils ressentent. Chez beaucoup d'hommes, on rencontre une très grande précarité psycho-affective avec très peu de mots. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que les femmes aient l'impression de s'ennuyer beaucoup plus dans un groupe d'hommes que dans un groupe de femmes. Parce que la mise en mots, la mise en affect chez les hommes est parfois, pas toujours, encore une fois, je fais attention aux généralités, mais parfois gelée. Comme si il n'y avait pas eu cet apprentissage de l'espace intérieur. Mais est-ce que c'est un apprentissage ou est-ce que c'est une nature profonde? Je crois que c'est un apprentissage. C'est là que je resterai quand même du côté quand même de l'idée que c'est construit. C'est-à-dire que un apprentissage qui se fait dans la socialisation, en première, secondaire, etc., dans les structures sociales aussi, mais quand même un apprentissage. Et les femmes, c'est terrible, mais il faut quand même pouvoir reconnaître qu'elles ont un travail souvent, elles se vivent souvent comme des psychothérapeutes de leurs compagnons, parce qu'elles disent, oui, mais souvent, je dois mettre en mots, élaborer pour lui prêter mon appareil psychique pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Et beaucoup de femmes, finalement, indirectement, mènent ce travail d'apprentissage à la vie intérieure dans leur couple et dans leur famille. Mais alors, est-ce qu'elles ont raison de faire ça? Est-ce que la femme, dans un couple, doit devenir la psy de son mari si elle veut le faire évoluer? Non, je ne crois pas qu'elles aient raison ou pas raison. Je ne suis pas sûr que ça se présente exactement en ces termes-là. Je crois que c'est d'abord une observation qu'elles font et parfois qui est accablante pour elles. C'est-à-dire avec le sentiment de vivre avec des hommes qui ne sont pas encore
mûr du point de vue de la vie intérieure. Et ça, je crois que c'est quand même un sujet... Bon, il y a parfois beaucoup de Charles Bovary et beaucoup trop d'Emma, si on peut le dire comme ça. Kevin Iridje, vous êtes, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien, et on parle de l'irréconciliabilité des hommes et des femmes en parlant de ce livre que vous venez de publier aux éditions Albin Michel, ce que les hommes ne disent pas. Alors, je continue un petit peu mon petit florilège des reproches que les femmes peuvent être aux hommes. Alors, il y a un mot qui revient presque tout le temps depuis quelques années, c'est le mot de pervers narcissique. J'ai quitté, j'ai divorcé parce que j'étais tombé sur un pervers narcissique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule? Est-ce que c'est une formule qui est vraiment fourre-tout? Qu'est-ce qu'elle dit un petit peu de la relation entre l'homme et la femme? Alors, c'est une formule qui est très compliquée à disséquer, parce que je ne la récuse pas. Il y a effectivement des hommes qui, aujourd'hui, empruntent des chemins insidieux pour exercer leur violence vis-à-vis des femmes. Et Marc Joly a fait un très grand livre, très beau, c'est un sociologue, pour expliquer de quelle façon, au fond, pervers narcissique, c'est le mot pour dire misogyne, au fond, le mot contemporain pour misogyne. Et quand on lit les romans de Camille Laurence, on voit très très bien la manipulation qui peut être à l'œuvre chez certains hommes, chez certaines femmes aussi, mais peut-être avec une ampleur et des conséquences qui sont moins dramatiques. Là où je suis un peu plus gêné, c'est qu'on utilise aujourd'hui beaucoup des termes de la psychologie, de la psychopathologie, pour décrire au fond des phénomènes de société. Et je suis étonné de constater que on se soit approprié à tel point, finalement, le lexique, le langage. Pervers narcissique, c'est un terme de Racamier, qui est un psychanalyste du siècle, et qu'on se soit approprié le langage de la psychologie pour dire sa souffrance. Donc c'est assez étonnant, c'est assez perturbant, mais néanmoins, je maintiens que pervers narcissique, au fond, a un genre. Il n'y a peut-être pas autant de perverses narcissiques. Ça s'exprime d'une façon très différente chez les femmes, je crois. Mais quand même, ça décrit quelque chose. Ça écrit une prise de conscience de la femme, dont elle n'a peut-être pas conscience au début, du fait que, justement, elle est manipulée, effacée, Oui, contrecarrée. oui, absolument. Et victime, d'une certaine façon. Oui, absolument, c'est tout à fait juste. Et d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral, il y a bien une victime et un agresseur. Mais d'un point de vue psychologique, le problème de le pervers narcissique, c'est qu'il lui faut bien une proie. Et donc, c'est souvent des mécanismes qu'on appelle la double polarité active, où au fond, un peu comme dans le harcèlement, il y a le harceleur et le harcelé. Je ne dis pas que la victime a voulu être dans cet engrenage, pas du tout. Mais souvent, on se retrouve dans un engrenage qu'on ne comprend pas, nous, du point de vue extérieur. Je vais vous donner un exemple. Et c'est d'ailleurs le cas des couples. Vous avez vu le film Anatomie d'une chute? C'est un film extraordinaire, parce que ce film qui a été encensé par la critique nous montre que le privé n'est pas politique. C'est-à-dire que la vie intime d'un couple, au fond, ne nous est pas accessible. Et d'ailleurs, il y a un petit enfant dans ce film qui est aveugle, qui assiste à des scènes de dispute entre ses parents. Donc le mari meurt, on ne sait pas s'il a été tué ou s'il est tombé. Et c'est toute la question du film. Toute la question, c'est de savoir si c'est la femme qui l'a tué ou pas. Voilà. Et nous, je crois, nous tous, lorsqu'on commente sur la vie de couple, il faut garder à l'esprit que nous ne savons pas. Nous sommes comme cet enfant, nous sommes aveugles. Il y a des logiques, des collusions inconscientes, des pactes tacites, des loyautés qui nous échappent complètement. Et donc, je n'apprécie pas beaucoup qu'on calque des systèmes de domination trop binaires sur la vie amoureuse. Il me semble, au fur et à mesure des consultations que j'ai pu faire, que les choses étaient infiniment plus complexes et qu'il faut laisser la possibilité aussi aux couples d'exprimer tout l'éventail de ce qu'ils vivent. Oui, vous dites en termes très prudents, très diplomatiques, finalement, c'est des situations qui sont souvent le résultat d'une évolution d'un couple et pas d'une évolution d'une seule personne dans le couple. Mais il ne peut pas y avoir qu'un seul bourreau. Il lui faut une victime. Et cette victime, forcément, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre,
elle est amenée à s'interroger. C'est la chanson d'Elena, la grande chanson d'Elena que les jeunes écoutent, qui dit elle vit avec un mauvais garçon. Elle dit mais mauvais garçon, mais pourquoi je vis avec un mauvais garçon qui m'insulte? Et à un moment donné, elle dit mais pourquoi je reste? Pourquoi donc je reste? Et toute cette question-là, elle est extrêmement importante pour pouvoir en sortir. Mais si on ne peut pas la poser parce qu'on est toujours du côté des victimes et qu'on doit absolument s'intéresser uniquement aux victimes et les mettre en sécurité, on ne fera pas du tout évoluer ni leur vie et leur trajectoire de victimes, ni celle des couples. Mais est-ce que le problème ne vient pas du fait que vous attirez beaucoup plus de sympathie et d'attention en défendant une victime qu'en ayant un discours plus mesuré sur la relation entre le coupable et la victime? Oui, mais ça, encore une fois, comment en est-on arrivé à ne penser qu'en termes de victimes et de bourreaux? Comment se fait-il que notre premier logiciel, ce soit dominant-dominé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Bernard Lahire, qui fait un très bon travail de sociologie, détaille, il fait une critique notamment de Bourdieu, dans laquelle il montre ce qu'il appelle les plis de l'homme pluriel. Et je crois qu'il est très important de pouvoir tenir compte de ces discontinuités, de ces plis, justement, de ces zones cachées qui existent pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, et qui ne répondent pas à la logique de la domination. Pas uniquement, en tout cas. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la judiciarisation de la société, du fait qu'on se soit plus juridique et que finalement, un juriste cherche le coupable, partiel ou total? Oui, mais on la cherche le logique, victime et le coupable. Donc, bien sûr. Mais la logique de la vie psychique, de la vie intérieure, du couple, de la vie amoureuse, des liens, n'est pas la logique d'un tribunal, et heureusement. Kavin Iridje, je rappelle qu'on parle de votre film « Ce que les hommes ne disent pas ». Est-ce que, tout de même, les hommes ont changé ces dernières années ou pas? Voilà. Alors, je suis très content que vous posiez la question, parce qu'on dit tellement de mal des hommes qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir leur reconnaître. Et puis, vous savez, c'est pas en critiquant tout le temps quelqu'un qu'on le fait évoluer, hein. Si vous dites à quelqu'un tu es nul du matin au soir, on va pas vraiment le faire évoluer. Les hommes ont énormément progressé sur un plan qui me paraît faire à peu près l'unanimité. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions. C'est la paternité. Depuis les années 80, et ce qu'on a appelé les nouveaux pères. Bon, ça a été rendu très emblématique par la chanson de Daniel Balavoine, hein, Mon fils, ma bataille, les films, Madame Doubtfire, Kramer contre Kramer, enfin le public, les auditeurs connaissent ça. Les pères se sont engagés énormément du côté de la vie de leurs enfants, se préoccupent de leur bien-être, et notamment lors des divorces, en tout cas à Paris, dans les grandes villes, demandent la garde partagée. Ce qui nous montre que, certes, les hommes ont perdu un certain nombre de privilèges, de droits injustes, et à juste titre, ils les ont perdus, mais ils ont gagné une contrepartie extraordinaire, c'est celle de pouvoir bercer, câliner, cajoler un enfant. Et ça, c'est pas qu'une contrainte, c'est aussi un très grand plaisir auquel ils ont eu accès grâce aux femmes, parce que c'est le féminisme qui a donné ça aux hommes. Il me semble que cette contrepartie-là, elle doit être reconnue, c'est très important. Si vous allez dans les stades de sport, si vous allez à l'Aquaboulevard, si vous allez aux anniversaires, vous constaterez aux réunions de parents profs, vous constaterez que les pères sont vraiment présents. Peut-être pas encore assez pour certaines, peut-être aussi que les institutions, par exemple les lois, là, le congé paternité n'est pas encore obligatoire, on pourrait faire plus, mais parler d'arnaque des nouveaux pères, dire « ah non, ils en font pas assez, voilà encore un homme qui fout rien », je crois que là c'est abusif. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il faut attendre d'être père? Parce qu'il y a des tas d'hommes qui ne sont pas pères ou qui ne sont pas encore pères. Alors, est-ce qu'il faut attendre la paternité pour basculer dans une masculinité agréable et acceptable? Mais quand vous êtes père et que vous avez un fils, vous lui montrez d'emblée que finalement la tendresse n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être un homme. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de parvenir à fédérer des composantes intérieures différentes. La virilité, la masculinité, parfois la dureté, la force, et en même temps la tendresse et la douceur. Et donc le travail des pères, et c'est pour ça qu'il faut les encourager, est essentiel dans l'éducation de leurs fils. Si on veut demain que les enfants se comportent bien avec leurs femmes, avec leurs propres enfants et dans le monde dans lequel on vit, les pères ont une tâche très importante et je trouve qu'ils sont à la hauteur. Ils sont à la hauteur, mais alors on devrait voir le résultat parce que vous parlez des années 80, donc les nouveaux pères dites sont arrivés dans les années 80, à mon avis peut-être un petit peu avant, et donc ça fait pas loin de 50 ans, donc on doit voir sur une, voire deux générations maintenant cette évolution.
Est-ce que vous la sentez? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que les enfants de ces nouveaux pères sont différents de leurs parents? Je vais vous donner un exemple vraiment concret, parce que comme ça, on aura des données. J'étais dans des services de PMA et j'ai rencontré un phénomène très nouveau qui s'appelle la vasectomie, c'est-à-dire des hommes qui, au fond, demandent une stérilisation temporaire, souvent parce qu'ils veulent partager la charge de la contraception, la contraception, oui, avec leur femme. C'est-à-dire ne pas laisser leur femme prendre seule la pilule avec tous les désagréments que ça comporte. Ça, ce sont des hommes qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, très jeunes parfois, qui sont nés dans les années 90, 95. Et ce sont les enfants de ces nouveaux pères. C'est-à-dire que ce que les pères étaient capables de faire avec leurs enfants, il me semble que leurs enfants, les hommes d'aujourd'hui, sont en train de le faire avec leurs femmes. Ils sont capables aussi de se soucier de leurs femmes, de l'égalité des tâches, de la question de la charge de la contraception et de tout un tas de choses encore. Et je crois qu'on voit une évolution apparaître. Les vasectomies, c'est plus 5000% en 10 ans. Et il n'est pas rare maintenant de croiser des hommes qui disent « non, mais tu vois, moi, j'ai pas envie que ma femme, ça soit la seule à prendre la pilule, qu'elle s'inflige ça, c'est pas juste. » Ben ça, c'est quand même une conquête immense pour les femmes, et pour les hommes aussi, d'une certaine façon, du point de vue de l'égalité. Kevin et Régé, je voudrais, c'est ma dernière question, je voudrais vous entraîner dans un terrain un tout petit peu différent, qui déborde un peu de votre livre, hein, ce que les hommes ne disent pas, qui est plutôt le terrain de l'actualité, de la société actuelle. On voit bien quand même qu'au niveau international, les valeurs masculines d'agressivité, de violence sont encore extrêmement présentes, qu'on fait des guerres où on se présente toujours comme le plus fort. Donc on a l'impression que peut-être que les hommes ont évolué, en tout cas dans certains pays, dans leur comportement vis-à-vis des femmes, mais leur comportement vis-à-vis des autres hommes n'a pas beaucoup bougé. Est-ce qu'il y a eu des changements aussi de ce point de vue-là? Il y a une crise dans la masculinité. Et je crois qu'il n'y a pas de crise de la masculinité, c'est pas juste de dire que les hommes sont en crise, mais à l'intérieur de la masculinité, des lignes de fracture qui sont très fortes. Entre d'un côté, des hommes qui vont du côté de l'égalité, qui comprennent les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, et de l'autre, des hommes dont Donald Trump est l'incarnation, se radicalisent. Il n'y a pas que lui, il y a Poutine, il y a Bolsonaro, enfin, c'est tous incarnent des valeurs de domination. Oui. C'est très intéressant. Je ne vais pas faire de la psychobiographie, mais je suis en train de lire l'autobiographie de J.D. Vance, le vice-président américain. Et si vous lisez cette autobiographie, vous comprenez beaucoup mieux l'attitude qu'il peut avoir et qu'il a notamment eu vis-à-vis de Zelensky à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que ça reste des hommes qui ont souffert. C'est le cas de Vance. Quand vous lisez ce livre, vous êtes frappé par la dureté des conditions de vie des hommes qui l'ont entouré. De quoi il a souffert d'une mère qui était très malade, qui était très alcoolique, d'une grand-mère qui était tout aussi folle que la mère, et d'une absence de père. Et toute sa biographie, c'est la façon dont il s'est défait de cette white trash culture. Donc je crois que quand un homme est dur, en fait, un homme n'est jamais aussi fragile que quand il nous semble dur. C'est terrible, mais il suscite, ces hommes durs, le contraire de ce dont ils ont besoin. Là où ils auraient besoin qu'on les prenne en charge, qu'on les soigne, parfois qu'on les écoute, qu'on les invite à l'introspection, ils suscitent et ils dégagent la révolte et le désagrément chez nous. Donc on est dans un paradoxe qui est terrible. Ce sont ceux qui souffrent le plus, qui deviennent le plus intolérables, et on ne les soigne pas. Mais c'est aussi ceux qui deviennent le plus puissants. Parce que quand on voit Poutine, Erdogan, Trump, tous les dirigeants actuels, ils sont avec cette construction personnelle, ils sont devenus les plus puissants. Et puis après, ils n'ont plus de contrefait autour d'eux. Oui, puissants, mais seuls, sans rien. Je veux dire, bon, sans oui, aucun... c'est bien ça le danger. Oui. C'est bien ça la difficulté. Sans contre-pouvoir, avec une espèce de toute puissance en tête. Oui, mais Néron est un garçon très triste. Hein. Oui. Donc il me semble quand même que, bon, je ne peux pas considérer que ça soit le fait général chez les hommes. Effectivement, il y a ces emblèmes-là qui sont très problématiques, mais la majorité des hommes ont un regard critique quand même sur ces prises de pouvoir et ces hommes-là. Oui, mais parlons de ces quelques-uns. On a l'impression qu'ils arrivent plus facilement au pouvoir maintenant qu'il y a quelque temps où vous aviez des personnalités qui paraissaient plus équilibrées. N'étaient peut-être pas.
Oui, c'est vrai, non, mais vous avez raison. Et souvent, leur discours, c'est un discours qui est contre les femmes. C'est-à-dire que là où ce que vous dites est juste, c'est qu'on sent bien qu'il y a deux repoussoirs pour ces hommes-là, être une femme et être un homme faible, être un homo, quoi. C'est un peu ce que disent les ados. Et je crois que ça nous montre la carence encore dans laquelle on est, le travail qu'on doit continuer à mener. J'ai pas de réponse psychobiographique sur ces hommes-là, bien sûr, mais néanmoins, je partage votre point de vue et je constate, est-ce que des femmes feraient toujours et nécessairement mieux? Je ne sais pas. Ouais. Bah, vous laissez la question ouverte. Est-ce que c'est pas le pouvoir qui rend mauvais plutôt que le fait d'être un homme? Je pense, oui. Je Bon. pense que c'est des phénomènes plurifactoriels. Et Kevin Iridge, vous recevez, vous êtes clinicien, vous recevez des femmes, des hommes et des couples aussi. Oui, absolument. Je reçois beaucoup de couples et je trouve que le travail qu'on peut faire avec un couple qui a envie d'aller mieux, qui a envie d'améliorer sa vie, et rend tout à fait optimiste sur le métier que je fais. Parfois, avec les patients seuls, c'est plus difficile, mais dans les couples, on en trouve toujours un, et pas toujours la femme, parfois les hommes, qui fait alliance avec le thérapeute et qui fait en sorte que ça évolue vraiment. Très bien, merci beaucoup, Kevin Iridge. Je rappelle ce livre, Ce que les hommes ne disent pas. Donc, nous avons abordé certains sujets dans cette conversation. Il y en a beaucoup d'autres dans ce livre qui est paru chez Albin Michel. Et merci de nous avoir dit que finalement, les hommes et les femmes ne sont pas aussi irréconciliables que ça, peut-être. Merci de votre invitation. À bientôt. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.